Chers amis, bonjour. Cet après-midi, j'ai envie de vous faire un traitement, une vidéo un peu spéciale. Alors, je vais vous expliquer comment l'idée m'est venue. En fait, moi, je suis une indécrottable optimiste. C'est comme ça. Je suis une semeuse d'espoir. C'est dans ma nature. Hein. C'est peut-être parce que j'ai vécu des choses terrifiantes que... Bah, je sais pas, enfin, y a une question de caractère aussi, je crois. Mais mon père était comme ça aussi. Figurez-vous que ce matin, alors du coup je vais faire de la pub, moi qui ne fais jamais de pub pour personne, enfin officiellement en tout cas, je vais faire de la pub là parce que pourquoi pas. Bon. Bref, la saison avançant, n'est-ce pas, j'étais en fin de matinée dans une jardinerie, on va l'appeler la jardinerie Truffius, à Barentin là tout près, ils ont l'habitude hein, avec moi, et je vois dans le rayon bulbe solde à 70%. Donc j'avais pas grand sou dans mon porte-monnaie mais je me suis dit quand même. Alors il faut savoir que moi, bon j'aime toutes les plantes évidemment, il y a vraiment très peu de plantes que j'aime pas. Les seules plantes que je n'aime pas, c'est peut-être quelques plantes vraiment envahissantes qui mangent les autres éventuellement, ou bien des fleurs, des plantes d'origine horticole que j'approuve pas du tout, quoi, comme les thuyas ou des choses comme ça, mais... Un thuya que vous laissez pousser en arbre, par exemple, je le trouve tout à fait sympathique et tout à fait fréquentable. Vous voyez, comme quoi, je suis pas si méchante que ça, en fait. Hein. Mais en règle générale, toutes les plantes m'intéressent quasiment, mais je suis particulièrement fascinée par les plantes qui au fil du temps, de l'évolution, en fait... Attends, j'ai une petite bête... Au fil de l'évolution, se sont adaptées à des situations particulières. Alors ça fait plus que me toucher, ça me bouleverse carrément. Parce que je me dis que la nature est d'une intelligence absolument incroyable. Et de voir par exemple que on sait que le sel par exemple est toxique pour la majorité des plantes, eh bien il existe des plantes qui sont adaptées à un taux de salinité absolument incroyable en bord de mer par exemple. La salicorne notamment, enfin je sais pas si ça fait partie des algues ou si ça fait partie des plantes, mais bon ça c'est un autre problème. Bon toujours est-il que la nature est extraordinaire, c'est ça en fait qu'il faut savoir. Alors quand je vous dis que je trouve admirable que les plantes s'adaptent à des situations incroyable, c'est vraiment ça quoi. Que ce soit dans des situations désertiques par exemple avec quasiment aucune pluie, ou que ce soit dans l'eau, ou que ce soit... C'est quelque chose qui me fascine. Et alors un des modes d'adaptation du végétal, c'est de fabriquer des racines particulièrement charnues qui ont pour rôle de stocker des grandes quantités de sève et d'humidité pour faire face en période de sécheresse. Donc ces plantes-là, notamment, pas uniquement, mais notamment, il y a la famille des bulbeuses. Et alors, moi, c'est quelque chose qui me bouleverse complètement. Qu'une plante puisse être déplacée, par exemple, ou conservée dans une boîte en carton pendant je ne sais combien de mois, même plus quelquefois, et que le simple fait de la remettre, en culture et à fleurir comme si s'était rien passé, quoi, ça me bouleverse vraiment. Et donc, dans un jardin antérieur, dans une vie antérieure aussi, je cultivais en pot certaines plantes et le problème c'est qu'évidemment en Haute-Normandie, comme je suis pas en bord de mer, le climat est gélif et donc ces plantes-là j'étais obligée de les rentrer. Je rentrais le pot avec les pélargoniums et tout ça quoi, les bégonias et tout ça. Et donc figurez-vous que ce matin donc je vais là-bas. Bon j'avais pas beaucoup de sous donc j'ai pas pu en acheter beaucoup. J'en ai acheté que 3 différentes et je vais y retourner la semaine prochaine pour me faire une collection de lys parce qu'il y a des lys en vrac et voilà. Alors je vais vous les énumérer, hein, d'accord? Alors celle-là je l'ai déjà cultivée, c'est juste somptueux. Regardez ça, ça s'appelle de l'ornithogallum. Alors là vous voyez avec 70% de remise, j'en ai eu pour 1,50 € ou 1,90 €. Vous voyez? Bon il y a 5 bulbes. Bon je reconnais qu'ils sont pas très malins, hein. Mais bon, on va pas être mauvaise langue, mais c'est vrai qu'ils sont pas très malins, je reconnais. Mais, alors justement moi qui voulais... Ah oui mais ils sont bien durs hein. Ils sont bien fermes donc ça va y aller. Il n'y a pas de souci. Alors en fait une fois que je suis arrivée ici, que j'ai posé mes bulbes sur la table, je me suis mise à rigoler toute seule parce que je me suis dit tiens
Ça, c'est un support extraordinaire pour faire une vidéo uniquement sur l'espoir. Voilà. Voilà pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, la deuxième plante s'appelle tubéreuse. Une tubéreuse la perle. Voilà, tubéreuse la perle. Alors la tubéreuse, pour information, elle est cultivée dans l'industrie, elle est cultivée pour être utilisée dans l'industrie du parfum, parce que c'est une des plantes les plus parfumées au monde, je crois. Hein. C'est vraiment quelque chose. C'est même, je l'avais cultivée une fois. C'est limite entêtant, quoi. Je veux dire, faut pas mettre ça dans une pièce fermée parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Alors quand je vous parle de... Alors attendez, parce que j'ai apporté mon petit couteau et tout pour vous expliquer quand même, parce que quand je vous dis que l'espoir fait vivre, vous voyez, je pèse mes mots. Regardez. Vous voyez, alors quand je vous disais ce matin que j'étais quelqu'un hors norme, je connais très peu de jardiniers qui investiraient dans ce genre de bulbe avec l'allure qu'il a. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors il y en a 5, donc j'ai pareil, les 5 bulbes, pour la tubéreuse, je les ai payés 5 € et des babioles. Hein. Alors par contre là ça c'est, je ne connais pas du tout. Mais j'aime bien les fleurs orangées, donc je me suis dit, bon allez, voilà. Alors ça s'appelle du Sandersonia aurantiaca. Sandersonia aurantiaca. Je ne connais pas du tout, alors je vous montre. Ça fait des petites fleurs oranges. Mais là où ça devient à mourir de rire, c'est regardez ce qu'il y a dans le sachet. C'est plein de petites boules en polystyrène, d'accord? Et une fois dans la voiture, je me dis, mais bordel de merde, il n'y a rien là-dedans. Je me suis dit, mais c'est encore un baisse-couillon. Alors, attendez, quand même, il y a quelque chose, je vais vous montrer. Alors, comment je vous ai dit? Espoir. Hein. Oh, putain. Oh, puis alors là, il n'y en a qu'un. Ah, oui, il y en a qu'un. Je vous préviens, le premier qui se fout de ma gueule sous la vidéo, ça va chier. Voilà. Alors j'en ai eu pour 1,80 €. Voilà. Quand je vous ai dit que c'était une vidéo sur l'espoir. D'accord? Voilà. Alors, pour en revenir, je vais quand même continuer au sujet des plantes bulbeuses. Je trouve ça absolument... comment dire? Oui, bouleversant, c'est vraiment... Alors, il faut savoir que je suis pas toute seule à être cinglée. Hein. Je connais plein de jardiniers. Enfin, il y a quelques années, je fréquentais beaucoup un forum de jardin. Et il y a des gens qui sont vraiment, vraiment passionnés par les plantes à bulbes. Et moi, je suis, au niveau des plantes, le problème, c'est que je suis une collectionneuse, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que je collectionne tout, hein. Je veux dire, je peux collectionner une plante, par exemple, et puis renoncer à une certaine couleur, parce que sous forme de cette couleur-là, elle me plaît pas du tout, quoi. Par exemple, j'avais une plante que je n'ai... Mais alors, c'est pas que je l'aimais pas. Ça me filait la chair de poule à chaque fois que j'en voyais. C'est du Kniphofia, le Kniphofia. Je déteste cette plante, mais alors à un point que vous ne soupçonnez pas. Alors pourquoi je la déteste? Eh bien, je n'en sais rien. Rien du tout. Et puis un jour, dans la Somme, avec mon ex, nous avions visité un jardin dont j'ai oublié le nom du propriétaire. C'est quelqu'un qui était très connu dans le milieu des jardins parce qu'il avait une superbe collection de plantes panachées. Il n'avait que des plantes panachées. C'était une pépinière de plantes panachées. Alors il y avait l'allée de la sorcière, l'allée de je sais pas quoi, l'allée de je sais pas quoi. Enfin c'était un jardin très très particulier dont j'ai très envie de retourner d'ailleurs. Mais je me souviens plus du nom, ça va me revenir. C'est quelqu'un de très très connu. C'était un copain de Madame Sturza, de la princesse Sturza. Ça me reviendra. J'avais vu notamment dans son jardin des très très belles collections de bouleaux avec des très belles écorces, et j'avais vu un truc qui m'avait complètement bluffé, une ronce panachée. C'est-à-dire une ronce, parce que le problème dans le panachage, quand vous avez une plante panachée, il peut arriver aussi que ce soit une virose de la plante, c'est-à-dire une maladie. Mais ça n'est pas toujours le cas. Mais il arrive par exemple que quand vous avez une plante panachée, donc elle existe en vert et elle existe en panaché, il arrive que la plante panachée soit beaucoup plus fragile que la verte.
Ça existe notamment pour le géranium macrorhizome panaché de blanc, par exemple. Moi, je l'ai déjà eu, j'ai jamais réussi à le garder. Mystère et boule de gomme. Il y a d'autres petites plantes comme ça, toutes bêtes et qui panachées ont beaucoup de mal. La jugaripince par exemple, qui existe en rose, en panaché de rose, de parme, de crème, de grenat et tout ça, qui est super mignonne. Et bien la variété panachée est extrêmement mignonne, mais c'est assez difficile de la garder. Mais bon, il y a peut-être un problème de terre aussi, enfin, ou de drainage, je sais pas, c'est tout à fait possible. Mais toujours est-il que j'avais vu, moi, parce que j'ai collectionné dans une vie antérieure, j'ai collectionné les ronces d'ornement. Et j'ai très envie de les collectionner de nouveau. Le problème, c'est que les ronces d'ornement, il est absolument impératif de les planter carrément dans des containers qui font... Ah bah tiens, ce matin, à la jardinerie, justement, chez Truffus, là, j'ai vu des espèces de baquets en plastique avec des anses. Et en coupant le cul du baquet, vous coupez le cul du baquet, d'accord ? Vous coupez le cul du baquet avec une scie à pain. Ça marche très bien, avec une scie à pain ou un couteau de cuisine, un couteau à viande, là, comme quelqu'un que je connais. Et puis, donc vous vous retrouvez avec la paroi verticale, d'accord ? Donc, et là, du coup, ça vous fait un baquet, il fait à peu près pas loin d'1 mètre de large, d'accord ? Donc vous enterrez votre baquet. Donc le fond, surtout, c'est important qu'il n'y ait pas de fond, quoi. Hein. Si vous mettez le fond, votre plante, elle va crever. Hein. Et là, dans ce baquet, vous pouvez cultiver des envahisseurs. Comme ceux qui ont le petit doigt levé. Non, mais c'est vrai, vous pouvez cultiver des astères, vous pouvez cultiver des polygonums, vous pouvez, sauf le polygonum du Japon, parce que je vous le déconseille, mais autrement, moi j'ai un polygonum là que j'ai ramené de mon ancien jardin, qui est magnifique, qui a des petits chatons rouges, qui est super mignon. Mais moi, il y a des envahisseurs, des plantes envahissantes que j'aime vraiment beaucoup, et il faut absolument les cultiver dans des baquets comme ça, avec le fond coupé, parce qu'autrement, vous ne maîtrisez plus du tout ce qui se passe. Donc il est important aussi que, alors vous pouvez faire ça pour la menthe par exemple, la menthe est extrêmement envahissante, il faut absolument que vous laissiez dépasser votre baquet, là ceux que j'ai vus ils sont couleur verte en plus, vous les laissez dépasser d'au moins 5 cm du sol, parce que vous avez des plantes, par exemple la menthe, elle va faire des stolons sous l'effet de l'humidité, l'accumulation des feuilles et tout, normalement elle ne drageonne que dans le sol, mais sous l'effet de l'accumulation de déchets végétaux, de gravier, de choses comme ça accumulées, elle est tout à fait capable, la petite Maline, de faire des petites racines aériennes aussi, et donc elle s'en va galoper à l'extérieur du baquet. Donc c'est pas raisonnable du tout. J'aime beaucoup la menthe, mais il faudrait voir à pas trop chier dans la colle, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà. Ça c'était pour les envahisseurs. Voilà. Oui, parce que j'aime bien les envahisseurs, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a des tas de plantes, par exemple, au sujet des astères, parce que bon, j'en viens à parler de ça. Moi, j'avais carrément un coin où j'avais mis que des envahisseurs. Mais en fait, c'était le bordel. Ça allait pas. Ça allait pas parce qu'en fait, au sein des envahisseurs, vous avez aussi certaines envahisseurs qui envahissent les autres envahisseurs, et c'est une guerre infernale entre végétaux. Et puis ils sont là tous en train de gueuler. Ouais, c'est moi qui a raison, tout. Bande de Gaza et tout. Non, bande de Gaza, c'est pas une. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les plantes entre elles, effectivement, se font la guerre aussi quelquefois. Hein. Notamment la nature a horreur du vide, donc en fait si jamais vous avez nettoyé un secteur par exemple, il faut absolument le couvrir, parce que si vous le couvrez pas, ça va être des adventices qui vont venir s'y installer, ou alors des plantes qui sont très envahissantes, donc voilà. Mais il y a des tas de plantes qui sont envahissantes et qui sont vraiment très très intéressantes à avoir au jardin, et donc le fait d'utiliser ce baquet avec les parois verticales, c'est vachement important. Voilà des manières, jeune dévergondée. Oui, c'était pour les ronces que je vous parlais de ça, j'avais perdu le fil. C'était pour les ronces. Moi, j'avais notamment... alors, les ronces, j'en avais 4 variétés différentes. J'avais... j'ai oublié les noms. J'avais la Florépléno. J'avais Rubus odorata. Bon, alors Rubus odorata, elle fait une espèce de petite églantine, enfin de grande églantine rose assez vif, une églantine simple. Le problème, c'est qu'elle n'était odorata que chez Martine Lemonnier, mais chez moi, une fois arrivée chez moi, alors que c'était un petit de la sienne, chez moi, elle n'était pas odorata, mais alors du tout. Alors sinon, j'avais aussi Rubus Florépléno. Rubus Florépléno, c'est un framboisier qui donne pas de fruits, mais la fleur est beaucoup plus grosse et très très double, très jolie, celle-là.
Mais alors, tous les rubus sont vraiment très envahissants. Mais la plus belle que j'avais, qui était vraiment somptueuse, c'était rubus, la ronce dorée, quoi. Je me souviens plus son nom. Enfin bref. Alors la ronce dorée, elle existe en verte, elle existe en dorée, et en verte, elle présente un avantage intéressant au niveau de la couleur de la tige, qui est blanc immaculé. Donc l'hiver, c'est pas mal. Mais pour les rubus, c'est absolument indispensable d'avoir des cloisons verticales, comme pour les bambous en fait. Voilà, donc c'est vrai que ce que j'ai vu ce matin, je viens d'y penser seulement, les baquets avec le fond coupé, ça me paraît être une bonne idée, ouais, effectivement. Voilà. Pour les menthes et tout ça, par exemple, c'est vraiment bien. Alors voilà, vous voyez, c'est quand je vous dis que jardiner, c'est cultiver l'espoir. Voilà. Alors je vais vous tenir au courant régulièrement de l'avancée de la situation sous cette vidéo, d'accord? Alors je vais appeler la vidéo « Comment cultiver l'espoir ». Alors je tiens à préciser que dans l'hypothèse où ça ne pousse pas, ça ne signifie pas qu'il ne faut plus espérer, hein, d'accord? Le jardinage, c'est l'apprentissage de l'espoir, c'est l'apprentissage de la patience surtout. Et donc par définition, l'apprentissage de la patience, ça signifie que quand vous avez une plante qui meurt, eh bien il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Vous passez à une autre, même peut-être la même variété, et il n'y a absolument aucun souci. Parce que la mort d'une plante, la mort fait partie de la vie, comme chez les humains. Et donc on doit l'accepter. Voilà.